s'il vous plaît. Alors, M. Laurent Thiault, Mme Régine Bourgade, M. Jean-François Berenguer, Mme Françoise Amarté-Brun, M. Vincent Mandé, Mme Elisabeth Inès-Sevel, M. François Robert, Mme Marie Maillot, M. Alain Combe, Mme Marie Paoli, M. Raoul Dalle, Mme Galia Tani, M. Francis Rosipano, Mme Patricia Bouchon, M. Nicolas Fauquet, M. Philippe Torres, Mme Catherine Fay, M. Thierry Jacques, M. Christophe Lacasse, Mme Stéphanie Moret, M. Aurélien Mandedor, Mme Sonia Nestas, M. Nicolas Rousseau, Mme Valérie Témoignage, Mme Deschampiaux, M. Francis Dursat, M. Bruno Portal, M. Karine Abel, M. Philippe Pouget, Mme Emmanuelle Chillet, Mme Fabienne Diable, M. Jérémy Tanger et Mme Michel Jacques. Merci Mme Zampiero. Je détiens le pouvoir de M. Thierry Jacques pour M. Alain Combe, de M. Philippe Torres pour Mme Betty Zampiero, de M. Raoul pour Mme Stéphanie Morin, de M. Nicolas Rousseau pour Mme Valérie Témoignage qui parle maintenant. Monsieur Francis Boussard pour Mme Patricia Rousson, de Mme Galia Tani pour M. Francisco Silvané, de Mme Catherine Mathieu pour Marie Paoli, de Mme Fabienne Léguerre pour Mme Emmanuelle Chillet et de M. Philippe Pouget pour M. Karine Abel. On va commencer un jour qui est prévoit un certain nombre de d'urbanisme particulièrement, du service à la population, et puis on contrôlera par le budget participatif, donc les subventions qu'on nous propose d'attribuer à la suite du travail réalisé par la Commission sur le projet de budget participatif 2024. Tout d'abord, l'approbation du PV de la séance du 8 février. Est-ce que vous avez des questions ou des observations, des oppositions, des abstentions? 1, 2, 3, 4 et des autres sont favorables. Les communications, les décisions prises à vertu de la délégation de pouvoir. J'ai oublié de désigner le secrétaire de séance, donc je vous propose Mme Régine Bourgade. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Les décisions des juges priorité, numéro 42 d'autorisation de conduire de subvention auprès de la région Occitanie et du département de la Lozère pour l'aide au fonctionnement du budget du Géodat 2024, donc à hauteur de 150 000 euros pour la région et 100 000 pour le département de la Lozère. Donc, comme vous pouvez le constater, sur le budget prévisionnel 570 000 qui inclut l'exposition temporaire qui sera faite à partir du 13 juillet jusqu'à la fin de l'année, même au tout début de l'année prochaine. Les recettes provisionnelles, vous voyez, à hauteur de 29 500 euros, une subvention de la part aussi à hauteur de 15 000 euros, et puis un petit peu de mécénat à hauteur de 10 000 euros. Il a été 43 octobre, il fallait déposer une demande de subvention auprès de l'État, de la région et du département. Une opération de mise en sécurité aménagement piétonnier au niveau du rond-point de Verrières, donc pour un total de 480 000 euros et une subvention de l'État sollicitée à 192 000 euros, de la région 142 000 euros, 50 000 euros du département de la Lozère, ce qui resterait charge pour 2% à la commune de Mende. Les travaux, l'appel d'offres a été lancé, l'analyse est en cours de voie d'achèvement, les entreprises qui ont répondu, donc le dossier va être attribué maintenant très rapidement pour un début des travaux début du mois de juillet pour la partie réseau, notamment sur la rue de l'Espérance, sur le rond-point de Perrières, qui est sur les réseaux aussi. Réseau sec et humide.
autonomie des bâtiments de la ville, donc avec la société, avec un avenant numéro 2, avec la société entreprise à faire propreté. C'est un avenant sans incidence financière. Et enfin, on a arrêté 52 autorisant la signature du marché de prestation de services, mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de programmation fonctionnelle technique avec la désignation d'une équipe de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du théâtre de Marne, c'est long. Le marché approuvé à passer avec le groupement d'entreprises à CS Profil C, non conseil Alpha Co et Bonnet Tessier pour un montant de 39 400 € hors taxe. Non, j'ai dit Bonnet Tessier, mais comme ça. J'étais à la place que je suis. J'étais à la place que je suis. Non, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc c'est que les prestataires extérieurs. Oui, donc concernant les attributions et les arrêtés, tous les arrêtés donc, sont mentionnés en hors taxe, sauf l'arrêté du musée. Je voulais savoir si c'était bien le TTC qui était donc, de 570 000 € TTC, donc hors taxe. Et je voulais savoir aussi comment était constituée cette enveloppe. S'il y avait les salaires, s'il y avait donc les expositions que vous avez parlé tout à l'heure, de quoi était composée concrètement cette enveloppe, et si on pouvait avoir les détails tout simplement. Alors, ça reprend toutes les charges du musée, y compris le personnel bien évidemment, et des réserves Jean Mazet, donc situées à Besançon. C'est l'ensemble du musée. Est-ce que vous pourrez avoir le détail précis ultérieurement, bien sûr, mais on peut avoir le détail un peu chaque Chaque poste. chaque année, on a le bilan, on peut le faire pour cette année. Donc, Donc en fait, dans le cadre de la convention qu'on a signée et avec le département et avec la région Occitanie, on a un certain nombre d'obligations de compte rendu et d'éléments financiers, bien évidemment. Donc, ces éléments seront disponibles à tout un chacun. donc on est bien sur du TTC, on est d'accord? Oui, puisqu'on est sur le fonctionnement du budget principal. On va passer au point numéro 1 de l'ordre du jour, qui est l'approbation du schéma de mobilité douce. Je profite de remercier M. Jean-Claire, qui nous a accompagnés, lui avec d'autres, il était pas tout seul pour ce dispositif. Et donc Olivier Merlet, et à tous les deux, ils vont nous présenter le dispositif, mais avant, je vais peut-être laisser la parole à Aurélie Maillot pour l'exposé du suivi de formation. Peut-être avant de rentrer dans l'explication de la délibération, je vais remercier déjà les équipes de la commune qui ont travaillé sur l'élaboration du schéma qui va être présenté. Dire qu'on est ravis de voir, j'associe mon voisin François Robin, on est ravis de le voir présenter ce soir parce que c'est un schéma qui a été élaboré en grande consultation donc, avec les élus, mais aussi avec les citoyens et avec les citoyens experts, j'allais dire. Comité consultatif citoyen, dans lequel en plus il y a des gens qui pratiquent le vélo à Vendôme. Voilà, donc c'était assez intéressant, les échanges étaient. La poussette, on l'avait par expérience en fait, pas directement sous la main, mais on a eu expérimenté quelque chose. Donc voilà, on avait des experts des mobilités douces. Donc ça a été un travail qui a été, je dirais pas long, parce que je pense qu'il fallait consacrer du temps, et il fallait les difficultés, j'allais dire, elles étaient assez faciles à identifier. On a quand même une commune qui est coincée entre deux côtes, avec une rivière qui passe au milieu, des rues qui sont étroites, dans lesquelles il y a des circulations. On a un temps que je qualifierais des fois de peu clément l'hiver, donc c'est vrai que les mobilités douces, c'est peut-être plus difficile à mettre en place sur un territoire comme le nôtre que sur des communes qui sont plates déjà et sur laquelle il y a de l'espace. Donc c'est
qui méritait qu'on puisse échanger, puisque il y avait des points de vue différents. Et là, on aboutit à un schéma qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Je vais les rappeler brièvement, mais c'est déjà de valoriser la pratique des modes alternatifs à la voiture. Donc là, on est sur les mobilités douces, mais on est dans un travail parallèle aussi sur le transport collectif avec le tube. C'est dans le même objectif, le même enjeu, et de pouvoir toucher le grand public, mais aussi les publics qui ne se déplacent pas en voiture. Je pense notamment aux jeunes, aux étudiants, aux scolaires, qui pour le coup n'ont pas le permis et donc n'ont pas d'alternative aujourd'hui à la voiture et les mobilités douces. Donc pour cela, le principal enjeu, c'est de créer des itinéraires sécurisés avec une continuité entre les principaux pôles, que ce soit des pôles d'emploi, des pôles d'activité, de loisirs, de santé. Donc pouvoir sécuriser les déplacements en vélo, à pied, en poussette ou trottinette, voilà. Il y a un petit débat sur le trottinette. Mais en tout cas, de mettre les gens qui les pratiquent en sécurité et de pouvoir aussi inciter ceux qui aujourd'hui ne se déplacent pas à pied, en vélo, en poussette ou en trottinette, demain à le faire. Et ça passe par un plan d'action qui là n'est pas un plan d'investissement, mais un plan d'accompagnement des publics vers ces pratiques-là qu'on verra dans le détail. Et enfin, de réaliser, j'allais dire de financer, les investissements qui vont être nécessaires à la mise en place de ce schéma des mobilités, puisque aujourd'hui, que ce soit l'État, la région, le département, l'Europe, exige des collectivités d'avoir un plan d'ensemble des mobilités pour financer une piste cyclable ou un équipement destiné à notre mode de mobilité. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous présente, ça prend en compte tout, ça essaye de répondre à tous ces enjeux, même si c'est des réponses complexes qu'on apporte. Et comme vous le verrez, le choix a été fait de présenter un schéma en 2 temps, on va dire un schéma court terme, notamment pour pouvoir sécuriser ces déplacements et les accompagner, accompagner ces pratiques, et ensuite un schéma long terme, tout simplement parce que ça nécessite de gros investissements dans la ville et qu'il faut les penser aussi et il faut les financer. Donc c'est pour ça, mais on a quand même souhaité qu'il y ait des actions qui puissent se mettre en place dès, je vais Olivier, parce que il m'a tombé sa chaise, dès cet été. Peut-être tout de suite, quoi. À court terme, et d'autres qui prendront plus de temps et qui nécessiteront qu'on recommence à concerter, à étudier des solutions avec ceux qui pratiquent ou souhaiteraient pratiquer d'autres mobilités alternatives à la voiture. Et donc, on vous présente, les équipes vont vous présenter le schéma, et ensuite, il faudra d'autoriser M. le maire à le mettre en œuvre. Allez-y, bonjour à tous et à toutes. On va marcher pas ça. Donc, merci déjà pour l'expérience. La première diapo, tu as présenté la première diapo. Juste compléter sur la concertation, on a fait un comité consultatif. On a aussi fait deux réunions publiques dans le cadre de cette étude. On a réuni le comité 5 fois, 5 reprises, et on a fait 2 réunions. On a aussi fait un questionnaire aux administrés. Et ce questionnaire, c'était la première phase de l'étude. Ce questionnaire a eu un certain succès puisqu'on a eu 266 réponses. 266 personnes ont répondu à ce questionnaire. C'était un questionnaire assez vaste sur les pratiques qu'avaient les personnes actuellement et ce qu'ils voulaient dans le futur. Donc ce qui ressort de ce questionnaire, c'était qu'en moyenne, en résumé, un manoir effectue environ 5 km pour aller au travail et revenir. Dans les observations des administrés qui ressortent des réponses, on a
ressenti d'insécurité sur les grandes avenues. On avait des freins à l'usage du vélo sur les trajets pour aller à l'école, l'absence d'itinéraire sécurisé, la problématique des pentes à gravir, pour rien en parler, le climat qui est parfois difficile, à manque d'hiver. Et on a eu aussi comme retour que certains aménagements étaient déjà appréciés dès aujourd'hui, et les pilotes sont actuellement assez bien aménagés actuellement, qu'il faut compléter, on va en parler après. Et des souhaits d'amélioration, ce que je l'ai dit, sur les grandes avenues, sur la liaison, les liaisons interquartiers et entre pôles générateurs de trafic. Donc les premières réflexions qu'on a eues avec les bureaux d'études, avec Jean notamment, avec le CNA, parce qu'on a associé le CNA à l'étude, ça a été de réfléchir à faire des itinéraires, puisque le schéma consiste à essayer à inciter les gens à pratiquer les modes debout. Et pour qu'ils pratiquent les modes debout, c'est ressorti aussi dans le questionnaire, il faut qu'ils aient des itinéraires sécurisés et fléchés et continus. On s'est vite aperçu, et tout le monde comme ça, que ça le fait, c'est qu'à un moment, il n'y a pas de grandes avenues très larges. On a de la place pour faire des aménagements cyclables, pas beaucoup de place. On est une ville de moyenne montagne avec des voyelles, et nos avenues ne sont pas très larges. On n'est pas comme à Montpellier, à Lyon ou à Paris, où on a des avenues de 4 ou 5 voies, où les élus ont pu réduire la circulation automobile en diminuant, en utilisant finalement une des voies de circulation qui existait, mais transformant en piste cyclable. On ne peut pas le faire, sauf à certains endroits. Et on pourrait le faire, c'est l'objet un petit peu de la première phase de l'étude, on pourrait le faire si on changeait le plan de circulation en faisant des plans sens uniques, qui permettrait de supprimer une des deux voies de notre avenue dans un sens pour créer une piste cyclable. Ça a été le premier volet dans notre étude. C'est pour ça que ça a été aussi assez long, l'étude a duré 2 ans, parce qu'il a fallu faire des études de trafic pour voir si on pouvait modifier ce plan de circulation. C'est peut-être que j'ai un peu mis sur juste sur le voilà. Sans rentrer trop dans les détails, puisque si on vous présente dans le résumé de l'étude, on avait imaginé, avec les élus, monsieur le maire, les élus, le comité, 4 scénarios possibles de révision du plan de circulation. Donc en haut à gauche, vous avez un scénario où on met à sens unique l'avenue Paulin-Daudet, l'avenue Lubinet, l'avenue Foch. Un autre scénario où on met simplement à sens unique l'avenue Lubinet, l'avenue Foch. Un troisième, voilà, à gauche, c'est simplement l'avenue Foch à sens unique. Et le S4 qui fait une mixing un petit peu Paulin-Daudet à l'avenue Foch. Donc ces scénarios permettent, je l'ai dit, potentiellement de libérer de la place pour faire des pistes cyclables. Il a fallu vérifier que si on change les circulations, les centres de circulation, tout cela, techniquement, et au niveau des trafics routiers, soit possible. Donc on a fait des études de trafic, des études de trafic actuelles, et des études de modélisation de trafic. Les résultats de ces études, on ne va pas vous les donner dans le détail, parce que c'est assez fastidieux. On va vous donner juste les conclusions, peut-être sur la photo suivante. Les conclusions de ces études montrent qu'en faisant les hypothèses, quel que soit le scénario, en faisant des hypothèses de changement de circulation et sans limite, on avait potentiellement des problèmes au carrefour, aux heures de pointe. C'est les calculs informatiques qui ont permis d'arriver à cette conclusion-là, notamment sur 2 carrefours, le carrefour de la gare, le carrefour de Verrières, et le carrefour Mendoza. Là, ce qu'on fait, je vous fais simple, mais on fait des reports de trafic, et aux heures de pointe, les voitures qui vont, les gens qui vont au travail, qui amènent leurs enfants à l'école, tous à la même heure, toujours dans le même cas, ça induit potentiellement, en tout cas au niveau des calculs, des bouchons possibles assez importants, pas très longs en durée, mais assez importants. Alors la conclusion de ça, c'est qu'on ne peut pas faire ce changement de plan de circulation sans faire d'études complémentaires. Donc, il va falloir patienter un petit peu pour faire un changement de plan de circulation, c'est pour ça qu'on va faire le schéma en 2 étapes. On va le faire dans des années, des mois, des années sans changer le plan de circulation. En instant, on va faire des études complémentaires sur ces fameux carrefours en faisant des essais grandeur réelle. On va faire des essais grandeur réelle, c'est-à-dire faire pas une semaine, puisque les gens n'ont pas le temps de
changer leurs habitudes sur 2, 3 mois, 4 mois, des changements de circulation in situ réellement, voir exactement ce qui se passe. Parce que les calculs informatiques, c'est une chose, mais ça n'est pas les hypothèses qu'on va aller mâcher. On a réfléchi au moment, quand Jean-Pierre, avec l'étude légiste, comment on faisait ces hypothèses. C'est-à-dire que, par exemple, on réfléchissait comment quelqu'un qui habite à Châteauneuf, s'il a vu une à Saint-Denis, quel va être son itinéraire le matin pour aller au travail, que ça peut. Ça, c'est les hypothèses qu'on a rentrées dans la machine. Et on n'est pas très certain que si on le fait réellement, de Saint-Denis, l'usager pourra exactement la même réaction et fera le truc qu'on a imaginé. C'est pour ça qu'il faut faire des essais grandeur réelle et peut-être regarder comment modifier certaines carrosseries, ça prend du temps et pas mal d'investissement. Donc le parti pris, c'est, je vous ai dit, de commencer par faire un schéma progressif. Voilà, vous avez, on vous montre un petit peu donc, sur des plans ce que ça pouvait donner. Alors, on va pas trop vite chez moi. Ça, la première diapo, c'est ce qui existe actuellement, ce qu'on a déjà mis en place depuis quelques années. Au niveau itinéraire sécurisé, on peut faire du vélo à d'autres itinéraires, évidemment, on met un fond, heureusement. Mais au niveau itinéraire sécurisé, actuellement, nous avons des bandes cyclables sur l'avenue du Limay, sur l'avenue Blanc-Novane, l'avenue Jean Monnet, c'est le tracé bleu, c'est le pontier bleu. Et on a une piste cyclable sur l'avenue Mandela, qui se poursuit sur l'avenue Victor Hugo jusqu'au Caisse d'Auge. On a aussi mis en place depuis quelques années, je pense que c'est 2014, des zones de rencontre en centre-ville. La zone de rencontre, c'est un dispositif qui permet de faire une mixité de trafic, vélo, piétons, dans les rues du centre ancien. Il faut compliquer un petit peu le dispositif parce que c'est peut-être pas toujours très visible, c'est ce qui ressort en tout cas des études et des observations. Donc ça, c'est ce qui existe au jour d'aujourd'hui. Le schéma propose de faire évoluer donc, les itinéraires en commençant par finir d'aménager, puisqu'elles sont déjà aménagées, le berge du Lot en voie verte, ce qu'on appelle la voie verte. Alors Jean vous détaillera un petit peu après chaque aménagement, chaque type d'aménagement, un peu plus loin de la présentation. Donc le berge du Lot en voie verte, et surtout en continuité depuis le chapitre jusqu'à Fontanilly. Donc sans aller trop dans les détails techniques, on ne pourra pas tout faire en voie verte, parce que la voie verte c'est une voie complètement réservée sur mobilité douce. C'est une voie réservée, il n'y a aucun véhicule. On va essayer de le faire, on va même arriver à le faire sur la Roubaix-Wall rive droite, la panneau Roubaix-Wall. On va le faire, on va compléter le dispositif entre le pont de la Planche et la gare, puisque avec la construction des immeubles du Bressal, on a profité pour demander aux promoteurs de faire une rampe permettant de remonter depuis le Bressal jusqu'à l'avenue de la gare. Et on peut comme ça faire un itinéraire sécurisé voie verte, depuis le pont Rouge jusqu'à la gare, un site propre, mobilité douce. Ça, c'est le court terme qu'on peut attaquer de cette école. En complétant cet aménagement par ce qui existe déjà sur le trait d'adoration, on va améliorer un petit peu, la promenade du Lot. On va supprimer notamment ces barrières qui empêchent les vélos de passer. Ça avait été fait pour les motos à l'époque. Ces barrières ne se passer que les piétons, mais si on veut faire de la mobilité douce, il faut enlever ces barrières. Et on va compléter cet itinéraire par deux éléments que vous détaillera Jean un peu plus tard dans la présentation. Une chaussée à voie centrale banalisée au niveau du chapitre. On vous expliquera un petit peu à quoi ça consiste. Et une mixité de trafic qu'il va falloir étudier au bord de la gare du pont de derrière, qui ne va pas être certes à réaliser, puisque là on n'a pas de possibilité de faire des voies cyclopropres, il va falloir faire de la mixité piéton-vélo. Donc tout ça, on sait le faire aussi, la réglementation nous permet de le faire. Jean me l'expliquera tout à l'heure. Donc ça pourrait être la première phase de notre schéma qui serait réalisé à très court terme. On pourrait compléter cet aménagement des berges du Lot par des perpendiculaires et par des zones de 30. Alors les zones de 30, ce sont des voies qui sont limitées à 30 km/h pour pouvoir faire de la mixité, justement, donc vélo, surtout vélo-voiture. La réglementation impose, si on fait de la mixité et de l'itinéraire sécurisé et fléché, d'avoir des limitations à 30 km/h, de le faire avec des zones de 30. Ce qui veut dire qu'il va falloir
placer certaines rues à 30 km/h pour pouvoir organiser cette mixité avec la signalétique, la signalisation. Ça, c'est quelque chose qui va être fait assez rapidement aussi. En complément à ce que je viens d'expliquer, donc il y aurait la possibilité d'aménager aussi des panneaux cyclables, étudier de plus près sur la montée de Fontanie, qui est assez large, au moins dans le sens montant, un peu comme on a fait sur la rue de Novembre. Et d'aménager aussi, c'est sur la diapositive, voilà, alors ça c'est l'objectif final. L'objectif final qui peut se faire aussi, lui, progressivement. Par exemple, vous voyez, on est en train de réfléchir depuis plusieurs années à la liaison entre le chapitre et le rond-point du déclic, le rond-point de la rocade, où on a du mal à sortir depuis Hyper-Rue jusqu'à ce rond-point et relier dans le futur une voie verte qui est en train d'être étudiée par tous les départements du sud-ouest, une voie verte plus générale qui traverserait le département, mais qui serait intégrée à notre schéma finalement, puisque si on arrive à relier le rond-point de la Rocade en Auberge du Lot côté ouest et côté est Fontanie avec un tracé de voie verte qui partirait vers la vallée du Lot, vers le Mont-Lozère, ça permettrait d'avoir une continuité. Donc on est en train de vélo. Voilà. Alors c'est pas une voie verte, c'est une vélo. C'est un itinéraire fléché qui part depuis le bout de la Garonne jusqu'aux sources du Lot. Du coup, oui, je disais, donc c'est difficile d'aboutir à quelque chose d'efficient dans le secteur d'Hyper-Rue, entre Hyper-Rue et le rond-point de la Rocade. Donc on a plusieurs hypothèses en cours, on étudie, on réfléchit. Il y a des problématiques foncières à régler, des problématiques techniques aussi. Donc ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit. Et après, on vient aux mises en sens uniques potentielles de nos voies. Je reviens à la première diapo sur l'étude de trafic. L'idée, ce serait d'arriver à faire des bandes cyclables où il y a des tracés pointillés bleus, avenue Froche, à l'Épiancourt, au Lendodé, à Bourg-du-Rinet. Si on arrive à mettre ces voies à sens unique, si nos études permettent de conclure qu'on arrive à aménager nos carrefours, qu'il n'y ait pas de bouchons aux heures de pointe, on arrive à faire ces sens uniques, à avoir le temps de circulation, et donc à terme, on a un schéma qui serait beaucoup plus complet, puisqu'on a non seulement des berges du Lot qui seraient aménagées par première phase, comme je l'ai expliqué, mais on a aussi des voies, des grandes avenues avec des bandes cyclables. Et ça, c'est pour un terme beaucoup plus lointain, puisque ça demande ces fameuses études avant de pouvoir voilà un petit peu le résumé de notre schéma dans le temps. Je vais laisser la parole à Jean qui va expliquer peut-être. Alors, oui, les premiers travaux donc, pour l'été, comme disait Laurie, l'été. On va aménager. Voilà, je vais y venir. Alors, on a répondu sur un, on a répondu sur l'autre. On a répondu sur un appel à projet qui nous permet d'avoir des financements pour faire des aménagements. Donc, des financements assez lourds, puisque, je vous l'expliquerai dans la dernière diapo, on a 2 millions d'euros d'aménagement à faire. Pour réaliser ce schéma, dans l'objectif final, on a 2 millions d'euros d'investissement. Donc les travaux pourraient s'attaquer dès cet été et cet automne, c'est l'âge de vote, avec, je l'ai pas dit tout à l'heure, la liaison avec le centre-ville pour qu'il y ait une certaine cohérence. Notre centre-ville a une zone de rencontre, donc on va un petit peu compléter. Une liaison qui partirait du centre-ville jusqu'au pont de Notre-Dame via la rue Châteauron et la rue du pont de Notre-Dame. Donc ça, c'est un voie qu'on aménagerait dès cet automne ou l'hiver prochain, et qui permet de faire le lien entre le centre ancien et le Lot. La promenade du Lot et l'aménagement le long du Lot. Donc voilà les premiers travaux qui seront faits dans le cadre du schéma, très concrètement, très prochainement. Et donc là, janvier, je vous propose l'aménagement. On va la diapo. Peut-être indiquer qu'en parallèle, il va aussi avoir
avoir un travail sur la signalétique, notamment de la zone de la descente du centre-ville, tu sais, dans la zone de centre-ville, et l'ouverture du chemin qui descend de l'hôpital vers le... Oui, alors ça, on pourrait le faire assez court terme aussi, dans le chemin des Églatiers. Et on vient de discuter aussi avec l'hôpital, là, merci Stéphanie qui nous a aussi aidé là-dessus. Et on va pouvoir traverser, une négociation avec l'hôpital, on va pouvoir traverser notre itinéraire à travers l'hôpital, qui permettra d'une part de desservir l'hôpital à la fois pour le personnel et les visiteurs de l'hôpital. C'est aussi le meilleur pour le pratiquer assez souvent les itinéraires au nord de la rue. C'est l'itinéraire le moins tendu en fait. On partit du bord de la plage, on par ce petit chemin des Églatiers que tout le monde ne connaît pas, et derrière, c'est des Églatiers. Après, vous pouvez rejoindre l'hôpital, ressortir par l'entrée principale de l'hôpital, ce qui permet d'avoir les pentes les moins ardues, le pourcentage les plus faibles, pour pouvoir accéder au quartier. Après, vous rejoignez la rue Mandela, et vous allez là les donc, alors, il y aura quand même une petite partie, un tronc commun mixte avec les voitures entre la sortie de l'hôpital et la rue Mandela. On aménagera aussi une zone 30 avec des aménagements spécifiques. Oui, il faudra rajouter sur le court terme. Merci. Là, sans trop rentrer dans le détail, on a ici quelques exemples de types d'aménagement possibles pour faciliter la circulation des cyclistes et des vélos. Alors, le premier, la vélorue, c'est un mix en fait entre la zone de rencontre, puis une voie qui est vraiment dédiée aux cyclistes. Et les rues qui se prêtent bien en fait, à ce type d'aménagement, c'est la liaison du centre-ville vers le port Notre-Dame, donc via la rue Chanteronne et la rue Notre-Dame. Sachant que la rue Chanteronne aujourd'hui est pas mal occupée par le stationnement, même si elle n'est pas très circulée, le stationnement est un peu parasite. Et l'agrandissement du parc convivial permet peut-être d'envisager un report de quelques voitures vers ce nouveau parking et de dédier un peu cette rue, cet axe à la circulation des vélos. La rue du pont Notre-Dame, elle n'est pas de souci, elle n'est pas interdite aux véhicules, mais en tout cas, comme elle est à sens issue avec le pont, il y a quasiment pas de circulation. Donc là, les aménagements sont très peu d'aménagements à prévoir. Revoir peut-être la qualité du revêtement, revoir la signalétique, la signalisation, et on aura un axe vraiment qui rejoindra le centre-ville, un axe vallée du Lot, en fait, un axe qui va longer le Lot, qui lui-même sera relié, comme disait Olivier, dans le futur, à un axe plus important qui longe toute la vallée du Lot au sein des trois départements, le Lot, l'Aveyron et la Lozère. Alors, effectivement, c'est une véloroute, mais dans l'Aveyron et le Lot notamment, il y a pas mal de sections qui sont déjà en voie verte. Et ici, dans le département de la Lozère, il y aura certainement un mix entre circulation sur route ouverte et voie verte, notamment au bord du lac, du Lot, dans le secteur de Chanac notamment. Donc voilà. Les bandes cyclables, les bandes cyclables, ce sont des espaces qui sont réservés à la circulation des vélos, qui sont délimités essentiellement par du marquage par de la nature. Il n'y a pas forcément de bordure ou de séparation physique. Lorsqu'il y a une séparation physique, on est dans la dénomination de pistes cyclables, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, les bandes cyclables nécessitent un minimum d'1,50 m de largeur. Donc on réfléchit, en tout cas, on a imaginé de le faire sur l'avenue du 11 novembre et l'avenue du Cassini. Et après, sur les autres avenues les plus importantes,
largeur suffisante pour avoir des bandes cyclables et 2 sens de circulation. Donc cette solution est envisagée financièrement à sens unique. Les voies vertes, donc ce sont les voies réservées exclusivement aux piétons et aux cyclistes. Alors, la loi permet depuis peu, autorise depuis peu la circulation de certains ayants droit sur ces voies, la circulation automobile. Donc on peut envisager, sur la grande route Pérol par exemple, d'avoir une circulation autorisée pour quelques riverains, des jardins, il y a 2-3 maisons. Donc, mais il y aura vraiment le statut de voie verte et la circulation en voiture sur Internet. Là, pas d'aménagement ou très peu d'aménagement sur le secteur de la route Pérol, essentiellement de la signalisation. Après, pareil, jusqu'au pont Notre-Dame et de Bretagne, il y a également assez peu d'aménagement en prévoit. Par contre, au niveau de l'avenue de la Gare, là, aussi, on est confronté avec la saturation des véhicules en stationnement, parfois sur le trottoir, la nécessité de conserver la circulation des cars pour l'accès à la gare. Donc là aussi, il faudra réfléchir à des solutions de limitation du stationnement et de pouvoir quand même matérialiser des couloirs pour les vélos. La route du chapitre, là, on est confronté à un gros problème en fait de largeur, tout sauf en travers. On ne peut pas à la fois avoir une circulation confortable pour les piétons et les voitures dans les deux sens, et les vélos. Donc l'idée de voies centralisées, c'est ce qui se fait de plus en plus, peut-être pas trop encore pas ici dans le secteur, mais on en voit, donc c'est une voie très rétrécie, une voie centrale qui mesure moins de 3 mètres de large, qui autorise uniquement le passage d'une seule voiture. Et lorsque 2 voitures viennent face à face, elles sont obligées de se déporter sur les bandes en accotement, qui elles sont plutôt fréquentées pour les vélos. Ce n'est pas tout à fait un aménagement cyclable à part entière, mais c'est quand même sécurisant pour les vélos, et ça peut très bien s'envisager parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation dans le secteur. Par contre, il y a une demande certaine de cyclistes avec la desserte des équipements sportifs et du secteur du chapitre. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais en tout cas, les CVCD, on commence à en trouver à la fois en milieu rural, un petit peu en ville aussi. Et dès lors qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, ça fonctionne très bien. Un autre point de vue aussi qu'il faut traiter, c'est la traversée du pont de Verrières. Là également, tout dépend de la façon dont on va raccorder l'itinéraire côté gare et côté Verrières. En fait, si on envisage également de peut-être inverser le sens de circulation autour via le quai de Verrières autour de la rue des Cloutiers et de la pharmacie. Donc là aussi, on a réfléchi à plusieurs solutions. Bon, là, il y en a une qui consiste en fait à avoir des voies qui enjambent le pont, qui sont mixtes, c'est-à-dire vélo et voiture, avec du partage un axe pour signifier que le vélo est toute sa place sur la voie et prioritaire, en tout cas les voitures doivent ralentir et patienter derrière pour circuler. Donc on peut le faire parce que la distance est assez faible. Et on a d'autres solutions aussi, imaginez de bandes cyclables élargissant un petit peu le côté avant, on va dire, du pont, en ayant une bande cyclable complètement sécurisée, bidirectionnelle, et un passage après dans le giratoire qui serait sécurisé pour les vélos. Donc tout ça, ça nécessite bien sûr quelques études complémentaires de faisabilité. Avec le CEREMA, on réfléchit à 2-3 solutions sur le secteur, mais l'idée c'est de commencer par là et d'avoir un axe le long de la vallée du Lot qui soit complètement sécurisé
jusqu'au chapitre. Je reprends juste la parole pour la conclusion. Donc, on a parlé tout à l'heure d'un demi-million d'euros d'investissement pour arriver au schéma final. Donc, au niveau des objectifs qui s'étaient assignés, le schéma répond à tous ces objectifs. Donc, on agit sur la réglementation, par exemple de circulation, la mise en place de zones de crainte, des zones de rencontre. On réalise des aménagements, des itinéraires continus et sécurisés. On met en œuvre du jalonnement d'un point à un autre, des intermédiaires. On entretient les infrastructures, ça c'est valable aussi pour les cheminements, pour parler des piétons, mais les modelos c'est aussi des piétons. Hein. Donc il y a eu dans le groupe de travail, le comité aussi beaucoup de remontées là-dessus, c'était améliorer les trottoirs de la ville, notamment par leur revêtement, hein, puisque beaucoup sont bien faits et bien revêtus, mais il y en a certains à reprendre ou à compléter. Donc ça fait partie des objectifs. Penser, lorsqu'on fait des futures opérations d'urbanisme, quelles qu'elles soient, que ce soit des bâtiments, des grosses opérations d'urbanisme de construction, mais aussi lorsqu'on fait des routes, des rues, évidemment, penser aux cyclistes et aux piétons, encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et après, il y a toute une série, là on parle surtout d'aménagement physique, mais il y a toute une série aussi de mesures qui sont dans le schéma, qui sont des mesures incitatives pour la pratique du vélo et du monodoux, donc des équipements de service pour les vélos, ça peut être des points de recharge pour les vélos électriques, ça peut être des points de réparation pour les vélos, proposer des stationnements, ça c'est beaucoup ressorti aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le cas des stationnements pour les vélos, les stationnements c'est pour les vélos, dans le questionnaire, beaucoup de gens ont dit, mais il faut aussi pouvoir garer son vélo, notamment dans les centres anciens, puisqu'on s'est aperçu, on a fait quelques aménagements sur les boulevards, mais les gens veulent carrément pouvoir garer leur vélo devant le magasin, devant la boulangerie. Donc il faut aussi faire des aménagements vélo, stationnement vélo dans les petites rues du centre-ville. Favoriser les intermodalités, ça on en a pas parlé, mais c'était aussi des objectifs, hein, c'est-à-dire que nos itinéraires passent aussi par notamment par le rail et par la gare multimodale, le lieu d'échange des bus et des trains, de la gare. Et donc il faut favoriser aussi l'intermodalité pour les gens qui veulent faire une part de leur parcours en vélo, et l'autre part en train, s'ils habitent un peu plus loin, ou en bus. Donc il faut de l'intermodalité. Après, il y a aussi des mesures incitatives, des mesures politiques, là, mais inciter financièrement le report modal. Comment, tout peut-être en faisant des subventions, des incitations à l'achat de vélos, d'équipements divers et variés. Et aussi, il va falloir penser à communiquer sur ce sujet-là. On a déjà pensé, mais il faut continuer à communiquer sur la pratique et l'usage à la fois des piétons et des vélos dans la ville. Voilà, donc en résumé, vous avez le document complet, je crois que vous avez distribué le document complet du schéma à chacun. Et on a vu un petit peu le résumé général de l'étude à travers ces quelques diapos. Merci Olivier, merci Jean. Alors, Jean-Claire, qui était dans le mouvement, il n'était pas tout seul, puisqu'il y avait l'Agence européenne de la mobilité, il y avait donc le CEREMA et EGIS, un bureau d'études pour le FRA, et également un cabinet qui nous a aidé à faire les enquêtes de circulation et des blocages à l'issue. Merci pour cette présentation. Deux mots avant de vous laisser la parole. Le premier, c'est qu'on est parti de constat quand même, c'est qu'avec l'ouverture de la route à l'ouest, on allait modifier encore nos circulations sur la ville, ce qui est le cas, puisque les gens n'ont plus de camions, puisque les interdits sur la descente de l'avenue du mai et Georges Clemenceau par exemple. Et que donc il fallait tenir compte, on avait déjà depuis quelques années engagé un certain nombre de procédures pour rendre la ville plus facile à mobilité douce, dont le vélo. Donc on a fait quelques bandes cyclables, on a fait quelques aménagements urbains, des boulevards par exemple, qui permettent de mieux, pour les piétons ou les personnes à mobilité réduite, de mieux circuler
sur ces boulevards. Et donc l'idée c'était d'aller plus loin pour avoir quelque chose de plus cohérent à l'échelle de la ville et donc d'intégrer aussi, parce qu'on parle là de mobilité douce, mais c'est bien toute la circulation quand même qu'on cible, notamment des véhicules légers ou lourds. Et donc l'idée, c'est, comme je l'ai déjà dit je crois ici, on démarre un chantier, un aménagement avec des opérations de court terme. Donc l'opération de court terme c'est la dorsale, l'arête centrale du long du Lot, après avec un certain nombre de transversales qu'on va aménager au fur et à mesure du temps, comme la route de la Châteaurolle, je cherchais le nom, voilà, l'idée c'est aussi de réfléchir, comme le disait Olivier Mallet tout à l'heure, sur le moyen terme, de faire des essais sûrement de circulation sur certaines avenues à sens unique pour voir qu'est-ce que ça produit comme effet. Donc tout ça en concertation bien évidemment avec les ruraux, parce que ce seront eux les premiers attaqués, et globalement avec les habitants de la ville aussi. Mais voilà, il y a un jeu quand même de long terme, voire de long terme sur ces aménagements et sur ce travail qui démarre avec ce schéma des mobilités. Je vous laisse la parole, M. Portal. Bonsoir à tous. Alors bien entendu, nous sommes à 200% pour les mobilités douces et nous reconnaissons le travail important qui a été accompli jusqu'à maintenant. Alors nous validons la mise en sens unique de certaines avenues afin d'apporter de la sécurité aux usagers qui n'utilisent pas comme moyen de locomotion la voiture. Mais il y a un problème que j'ai soulevé lors des réunions du comité consultatif citoyen et je suis étonné que personne jusqu'à maintenant ne l'a abordé. Alors qu'avec la 88, nous avons un trafic de poids lourds très important. Dans le sens est-ouest, mettre l'avenue Foch en sens unique nous semble tout à fait approprié pour sécuriser une piste cyclable. Par contre, c'est dans l'autre sens que le scénario ne nous convient pas, le premier, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il consiste à faire passer chaque jour des centaines de poids lourds devant deux établissements scolaires importants, pour ensuite les faire monter avenue du 8 mai jusqu'au viaduc de Brécourse. Alors ces poids lourds ont non seulement généré de l'insécurité pour les scolaires, mais aussi des nuisances sonores importantes et de la pollution pour grimper jusqu'au viaduc. Sans oublier la difficulté de faire cohabiter des vélos et des poids lourds, notamment dans le virage à la sortie de l'hôpital. Donc oui, alors pour toutes ces raisons, je maintiens notre proposition qui consiste simplement, que j'ai évoquée au comité consultatif citoyen, qui consiste à faire passer les poids lourds dans le sens ouest-est par la petite Roubaix, qui serait mise en sens unique pour pouvoir mettre une piste cyclable jusqu'au rond-point de la Bête. Tout en faisant un petit aménagement pour sécuriser la sortie de l'école Michel Delcastille. Alors nous espérons, Monsieur le maire, que vous allez privilégier la sécurité avant tout. Alors on vous fait confiance et on va voter favorablement pour donc l'ensemble du schéma. Dernier point, la région vient de voter un budget, un plan à 100 millions d'euros, un plan mémoire à 100 millions d'euros. Et l'an dernier, il y avait à 65 millions d'euros, je me semble. Alors j'espère que vous allez solliciter suffisamment la région pour faire une vraie voie verte, presque continue, le long des berges du Lot. Donc pour cela, je pense qu'il faudrait envisager peut-être aussi des passerelles pour les mobilités douces qui seraient au niveau du pont de Verrières sûrement intéressantes pour éviter le rond-point à des vélos, parce que les vélos c'est pas seulement des adultes, c'est aussi des enfants. Donc pour des enfants, prendre un rond-point c'est compliqué avec des véhicules. Et également envisager aussi une passerelle au niveau du parking de la Halle Saint-Jean, avec une passerelle suspendue qui permettrait de récupérer la piste cyclable du parking d'Hyper-U. Et ça éviterait également la route du chapitre avec donc un fonctionnement qui peut-être fonctionnera, je ne sais pas, on verra, le CD. Donc voilà, tout ça, ça fait une proposition qui me semble pertinente, mais surtout avant tout, faire attention à la sécurité, notamment pour les scolaires
et abandonner le scénario numéro 1, il me semble. Merci. Mais je ne crois pas qu'on ait dit qu'on allait mettre en sens unique la venue de Roland Dobé et la venue du 8 mai. Ça fait partie des réflexions. On nous a présenté toutes les réflexions sur lesquelles on est allé. Mais on n'a jamais dit, enfin, je ne crois pas, je n'ai pas entendu de la bouche ni de Jean-Pierre ni de l'idée. Ça fait partie d'un scénario. Non, mais oui, mais vous êtes en train de dire non, ça fait partie des scénarios qu'on a étudiés. Ce n'est pas la finalité du schéma qui vous a été présenté. Enfin, du moins, je ne crois pas. Sinon, il faut qu'on reparte. Si, c'est le scénario numéro 1. Vous pouvez confirmer par M. Claire et M. Mermet. C'est le scénario qu'on a utilisé, qu'on a étudié, mais ce n'est pas ce qui vous a été présenté comme scénario, puisqu'on vous a présenté le scénario à court terme et le scénario à moyen et long terme. Donc, ce n'est pas ce qui est retenu. On avait le droit d'étudier. Oui, d'accord. Les 4 scénarios que vous venez de proposer affichés là, on a fait des propositions de 4 scénarios. Et au final, on vous propose un scénario à court terme, donc principalement avec l'aménagement de la voie verte, de la voie le long du Lot, et après avec d'autres aménagements et des études sur le moyen et long terme, sur les mises à circulation. Peut-être que l'avenue Foch fera partie de ces premières expertises. Mais c'est le schéma long terme qu'on voit. Oui, vous nous demandez de valider les scénarios possibles. Je vais terminer. Cela. Je vais terminer. Ensuite, je crois qu'on est dans le bon timing avec les financements, puisque l'État aussi met pas mal d'argent. La région vient de délibérer, ça a été présenté dans la presse par Aurélie Maillot. Et en fait, avoir des passerelles, alors tout le monde en veut des passerelles. Parce que nous, vous avez proposé 2. Il y a celle, il faudrait rajouter celle du multimodal et celle du lycée Chantal aussi, puisque là aussi, ça fera peut-être beaucoup quand même, par rapport au budget de la ville. Voilà, on a des finances qui sont celles, mais il faut quand même, il y a d'autres investissements aussi à faire, et on ne pourra pas faire de passerelles partout, mais surtout qu'après, il faut les entretenir et éventuellement les remplacer quand elles sont un peu obsolètes. Et je retiens les propositions. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Allez, monsieur Ahmed. Oui, monsieur Suot, sur le schéma qui nous a été présenté aujourd'hui, bon, je reprends que ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire qu'il faut saluer le travail qui a été fait, c'est un gros travail, effectivement, qui a pris du temps. Sur le schéma des mobilités, bien entendu, je pense qu'il y a un consensus entre nous sur la nécessité de le mettre en œuvre, surtout qu'on part d'assez loin, compte tenu des handicaps qu'on a au niveau de la ville. Il y a, parallèlement aux propositions qui ont été proposées, il y a quelque chose qui nous interpelle, alors qui est parallèle, hein, ce n'est pas directement lié au schéma qui a été présenté, c'est qu'on fait totalement abstraction du cœur de ville. Je veux dire que lorsqu'on parle du schéma de mobilité douce, de l'espace bicyclable, etc., le sujet du cœur de ville historique n'est absolument pas envisagé ou appréhendé. Or, nous sommes certainement, et sans risque de grosse erreur, M. Lansou, nous sommes certainement le dernier chef-lieu en France à ne pas avoir un cœur de ville exclusivement réservé aux piétons. Et le sujet n'est absolument pas abordé dans le cadre de ce schéma, ce qui est quand même très surprenant. Alors c'est vrai que c'est un sujet très sensible pour tous les membres, je vous l'accorde, hein, il n'y a pas de souci, il y a un débat là-dessus. Mais il va falloir qu'un jour on se positionne clairement, d'une façon ou d'une autre, sur ce sujet, sur le devenir du cœur de ville. Ça sera peut-être un thème de campagne pour les prochaines élections d'ailleurs. Ceci dit, il nous est présenté 25 actions. Et on s'engage sur un engagement au niveau financier sur plus de 2 millions d'euros. Ce qui nous pose problème, c'est que, alors on n'est pas du tout dans une question d'avoir confiance en vous, monsieur Lansou, ou pas confiance en vous, comme ça a été dit précédemment, on n'est pas dans cette optique. Ce qui nous pose problème, c'est de vous donner un chèque emploi pour 3 ans, parce que je vous rappelle que les actions et les mises en œuvre des actions sont programmées de 2024 jusqu'à 2027, donc ça va largement au-delà du mandat de cette majorité municipale, je précise. Et 2 millions d'euros, c'est un grand investissement.
Et en vous donnant un blanc-seing, en étant d'accord avec vous, connaissant un petit peu, au bout de 4 ans, comment vous fonctionnez, M. Laurent Sulot, si on a le malheur dans 6 mois, 12 mois, de vouloir demander des correctifs, des rectificatifs, etc., vous allez, comme d'habitude, nous dire, vous l'avez approuvé, et vous revenez en arrière. Donc on n'approuvera pas du tout aujourd'hui, on ne s'opposera pas parce que c'est absurde de s'opposer au principe de développer le module 12, mais prudence est notre règle de fonctionnement avec vous, M. Laurent Sulot, donc on va s'abstenir sur ce plan, parce qu'il y a quand même le risque avéré, ce sera ma conclusion, d'une usine à gaz que vous nous présentez aujourd'hui, où il y a beaucoup d'interrogations, et vous avez, certains, on a eu l'honnêteté d'entendre des interrogations, de choix qui ne sont pas figés, d'enjeux de circulation qui peuvent avoir des conséquences sur la qualité de vie, qualité de vie des mandats. Donc pour toutes ces raisons, on vous tiendra pas chacun pour 3 ans, et on s'abstiendra prudemment. Je vais répondre, après je vous laisserai la parole. Donc je comprends que vous êtes déjà en campagne, c'est que dans 2 ans, mais vous avez le temps. Donc sur le sujet du centre-ville, sur le sujet de votre positionnement, je suis pas étonné puisque c'est systématique depuis la mi-2020 que nous avons commencé à mettre en œuvre ce conseil municipal. Donc systématiquement sur tous les sujets, vous trouvez toujours quelque chose qui vous permette de... Mais en même temps, vous avez déclaré au départ, vous avez reconnu le gros travail qui a été fait et l'intérêt de ce schéma de mobilité. Donc, on va le mettre en œuvre, monsieur Abel. On va le mettre en œuvre, même si vous n'êtes pas d'accord. Et donc, sur les investissements, on va les porter au fur et à mesure, en fonction, bien évidemment, des enjeux qui sont développés dans ce schéma, et puis aussi en fonction des subsides pour pouvoir les récupérer auprès des financeurs que vous connaissez comme moi. Et donc on va solliciter, bien évidemment. Et un autre enjeu qui est important, c'est, ça a été dit tout à l'heure par Olivier Merguez, mais je réinsiste dessus, c'est le lien forcément qu'il va y avoir à partir du 1er janvier 2025 avec le nouveau TUM, le nouveau transport urbain Mandois, qui d'ailleurs peut-être s'appellera plus TUM. Peut-être qu'on changera de nom. Je ne vais pas dire mon nom. Et donc on va développer des investissements et bien évidemment il faut que tout ça soit en étroite relation et comme ça a été dit aussi, il faut que ça soit en étroite relation avec les équipements qui nous amènent vers l'extérieur, notamment les bus studios ou le TER. Et donc tout ça, ça fonctionne bien. Et on prévoira, d'ailleurs, je crois que je l'ai déjà dit, que sur les transports urbains, il y aura des possibilités d'y amener son vélo. Donc on pourra faire un aller ou un retour, remonter un tube et descendre en vélo, par exemple. Voilà. Donc, Madame Soulier. Alors, moi, je voulais parler d'une chose particulière que l'actualité hier nous a rappelé. Je vois d'ailleurs devant moi à créer dans le camping ou le long du camping, je pense plutôt le long du camping, une sortie voiture léger et secours. Donc ça c'est juste pour vous inviter à accélérer sur ce sujet-là parce que je pense que là il y a un vrai risque pour les populations, pour la sortie de Rami en cas d'accident. Et je pense que la desserte qui doit mener au rond-point qui va vers la voie Alain Bertrand, la 88, devrait être faite dans les meilleurs délais parce que je pense que jusqu'alors on a évité des soucis qui n'ont pas eu lieu mais qui pourraient un jour venir. Je pense que vraiment le gros point d'ordre, d'ailleurs c'est en rouge sur votre schéma, c'est cet endroit-là et ça devrait être une priorité pour assurer la sécurité de tous et de chacun. Mais comme l'a dit Olivier Merguez, c'est un sujet sur lequel on est déjà depuis 4-5 ans, j'allais dire. Donc je rappelle simplement que l'Hyper-U en 2024, il avait été, je crois, inauguré en 2004. Et le Rami en 2008. Donc le sujet est sur la table depuis un bon moment. On a des contraintes de propriétaires privés, on a des contraintes de géologie, on a des contraintes de terrain, tout simplement.
d'espace étriqué, on a des contraintes d'activité économique qu'il nous faut respecter, je crois aussi, et donc ce n'est pas le sujet des plus faciles. Cela dit, s'il y a vraiment quelque chose qui, que je ne souhaite pas, mais un accident avec des décès ou plusieurs, etc., il y a la possibilité toujours de passer par le chemin du camping. Donc on a des possibilités pour pouvoir accéder, que la sécurité civile, le SAMU, etc., puisse accéder à la halle de Ramy si la voie descend vers la halle de Ramy était coincée. Je n'ai pas tout à fait fini de répondre tout à l'heure, M. Abel, sur le centre-ville. Centre-ville, vous avez dit qu'on va trouver consensus. Moi, je vous dis non, parce que vous aurez une partie de la population qui sera favorable à mettre le centre-ville en piéton, et une autre partie de la population, à peu près 50%, qui sera fortement opposée, et notamment les personnes âgées. Donc on a fait un choix il y a déjà quelques années, donc d'un aménagement, c'était même Jean-Jacques Delmas qui avait fait l'aménagement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Non, la rue de la République était totalement piétonnière. Non, il y avait un certain nombre d'aménagements, je ne parle pas que de la rue de la République, le centre-ville ne se résume pas à la rue de la République, on a des souliers, il y a d'autres aménagements, la rue du Sobéra par exemple, avec le lien que la rue Chaptal et le boulevard, ou la rue d'Agiram avec le départ de la rue de la République, la rue basse, oui. Et donc, il y a un choix qui a été fait, qui a été modifié en 2008, je crois. Donc, où on a réouvert la rue de la République et avec une fermeture l'été, donc le 26 ou 27 juin, à nouveau cette année, la rue de la République sera fermée à la circulation, reste ouverte de 19h à 10h30 de mémoire, et puis elle est fermée de 10h30 jusqu'à 19h le soir en période estivale. Et si vous parlez de fermer le centre-ville, il faudra à ce moment-là fermer aussi la rue du Soubéran, la rue d'Agiram, la rue basse. Je vous laisse la maternité de votre proposition. Non, mais vous n'avez pas compris ce qu'on a dit. Si, j'ai très bien compris. On n'a jamais parlé de ça. Si. Moi, vous parlez du centre-ville, moi je parle de tout le centre-ville. Quand on parle, vous avez parlé du centre-ville, donc je parle du centre-ville, du cœur de ville, de l'œuf, comme disait Alain Bertrand. Donc, de ce point de vue-là, je vous laisse la partie de la maternité de votre propos. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 1, 2, 3, 4. Donc, le schéma de mobilité est adopté. Le point numéro 2, la création d'une commission locale de site patrimonial remarquable. Madame Cornille. La commune demande des députés de la site patrimonial remarquable et envisage la création d'une commission locale pour l'SPA. La commission locale est constituée au moment de la révision de la modification de l'SPA et assure le suivi de sa mise en œuvre. Merci, monsieur le maire. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision de l'SPA. Conformément à l'article D631-5 du Code du patrimoine, cette dernière ne peut composer de membres du droit ainsi que de 15 personnes maximum désignées, un tiers de représentants désignés par le conseil municipal, un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion et la mise en valeur du patrimoine, un tiers de personnalités qualifiées. Considérant que la loi relative à la liberté de la création de l'architecture et au patrimoine dite loi LCAP du 16 juillet 2016 institue les sites patrimoniaux remarquables. Considérant que l'article D631-5 du Code du patrimoine fixe les bases du droit de la nouvelle commission locale de SPR, le souverain de la commune demande le président de la commission locale, son représentant, le préfet du département et son représentant, le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant et l'architecte du bâtiment de France de la Moselle ou son représentant. La commission locale est présidée par le maire et il siège également à ses côtés un second représentant de la collectivité désigné par ses souverains. Considérant que soit bien d'emblée les membres désignés conformément à l'article 631-5 du Code de l'urbanisme, un tiers d'élus, un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et un tiers de personnalités qualifiées, vu le Code général des collectivités territoriales
21-881 du 30 juin 2021 modifiant l'article D631.5 du Code du patrimoine relatif à la commission locale des sites patrimoniaux remarquables. Vu l'avis favorable de M. le préfet de la Moselle en date du 25 avril 2023 sur le nombre de membres à désigner, 6 membres titulaires et 6 membres suppléants, il est proposé de fixer le nombre de personnes désignées à 6 membres titulaires et 6 suppléants, de désigner les membres élus de la commune demande à siéger à cette commission au titre de l'article 231.5 du Code du patrimoine, de titulaires et de suppléants, d'approuver la proposition des membres désignés représentant les personnes qualifiées ainsi que les représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion de la mise en valeur du patrimoine de celui-ci. Alors, les représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion de la mise en valeur du patrimoine, pour laisser à l'UE, Madame Caroline André, pour la société des sciences de l'histoire de la Moselle, M. Jean-Marc Chevalier, son suppléant M. Jean Bournas. Personnalité qualifiée, l'ordre des architectes, Mme Anne de Delmas, Mme Caroline Larome, l'ordre des notaires, Maître Benjamin Costecade et Maître Alexandre. Merci Madame Paoli. Donc, on a un SPR depuis 2000, 5 ans bientôt. On a réalisé en 2018, c'est ça, en même temps que le PLU. Alors, on s'est aperçu au fil du temps qu'il était sûrement nécessaire à réengager de nouvelles révisions, qui viendra sûrement à un moment ou à un autre. Peut-être d'ailleurs avec la révision générale que nous sommes obligés de faire dans le cadre de la zéro artificialisation nette, à l'horizon de 2026, 27, 28, 27, 28, on verra avant, mais il faut bientôt qu'on attaque. On s'est aperçu que peut-être face à certaines situations de particuliers, je vais prendre l'exemple, ne montez pas sur les tables, des panneaux solaires en toiture sur certaines villas, maisons des villages. Donc là, c'est clairement interdit. Alors que, en fonction de l'orientation, de l'emplacement, de la toiture, même, il y en a un certain nombre qui pourraient être autorisés. Et donc on s'est dit que c'était l'ABF, l'ancienne ABF, qui nous avait proposé effectivement de mettre en place cette commission pour pouvoir régler cas par cas. On ne réglera pas, j'ai bien compris, on ne réglera pas quand même, on ne changera pas le SPA. Mais on réglera quelques situations. Il y a des situations, par exemple, d'isolation par l'extérieur de certaines applications qui sont aujourd'hui interdites. On peut se poser la question, pour certaines, de savoir si elles ne devraient pas être autorisées, compte tenu que tout le monde doit faire des efforts pour essayer d'économiser l'énergie, de moins dépenser d'énergie. D'où l'idée de mettre en place cette commission, comme nous propose ce soir. Donc c'est validé par le préfet, qui est en arrêté préfectoral aussi, je crois. Il n'est pas d'arrêté préfectoral, mais le préfet sera membre de droit de la commission, ou ses services. Donc voilà, je vous laisse la parole. Donc vous n'avez pas encore désigné les élus qui pourront siéger. D'accord. Bon, espérons que vous ayez des visions d'ouverture. Par ailleurs, l'élément que je voulais vous signaler, c'est que j'ai vu quelles étaient les associations qui étaient désignées pour faire partie de cette commission. Alors je suis étonnée parce que je vois la Société des Lettres, mais je ne vois pas le CERF, qui est quand même une société, j'en fais plus partie, qui est plutôt importante sur la ville pour la protection du patrimoine. Il n'y a pas non plus la Fondation du patrimoine. Je pense qu'un peu d'ouverture serait des fois nécessaire. Alors, la commission elle est cadrée par la loi, donc on doit avoir un minimum de membres et un maximum, donc on a fait le choix. Mais sur le maximum, vous pouvez en avoir plus. Oui, on a fait le choix d'avoir parmi les structures qui ont l'AEGE sur le patrimoine, donc d'avoir le CNE et la Société des Lettres, et puis sur les personnes qualifiées, donc l'ordre des architectes et l'ordre des notaires, c'est dans le cadre de la loi, je crois. Donc, on n'a pas fait le choix, on pouvait aller jusqu'à 15 membres, c'est ça, je crois.
J'ai fait l'arbitrage de proposer la société à M. Lefebvre, la société des lettres. C'est vrai que j'aurais pu proposer le CERF. Sachant qu'il y a moins de suppléant qui est membre des deux. Il est membre du CERF, il est membre aussi de la société des lettres. On retrouve des personnes aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on va proposer de désigner pour accord d'une demande les élus suivants: Marie-Pauline Régine Bourcard en tant que titulaire et Jean-François Berenguer et Alain Combe en tant que suppléant. Donc on va procéder à un vote. Je vais demander à main levée, est-ce que vous voulez voter à main levée ou est-ce que vous voulez voter à bulletin secret? Donc qui est pour voter contre voter à main levée? Abstention. On ne peut pas s'abstention. Abstention. Donc 3. Donc on va voter à la main levée. Donc je redis les noms des titulaires: Marie-Pauline Régine Bourcard et des suppléants Jean-François Berenguer et Alain Combe. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? 7. Et donc, je vous remercie, la commission est constituée. Contrat de mise à disposition de la SAFER Occitanie pour la notation des allotissements des terres à vocation agricole pastorale de la commune. J'ai envie d'aller vite si ça ne vous ennuie pas, parce qu'en fait, c'est la reconduction du même contrat qu'on a proposé l'année dernière. Il n'y a pas de changement. On a réuni les agriculteurs de la commune et ceux qui interviennent aussi sur la commune pour l'allotissement des terrains sectionnaux, des terrains communaux. Et donc, ils ont été tous d'accord pour qu'on reste sur le statu quo de la délibération qu'on avait passée l'année dernière. Alors, est-ce que vous voulez que je vous donne plus de détails? La durée, c'est 1 an. L'allocation à l'hectare, c'est 15 € par hectare, en fonction du nombre d'hectares, bien évidemment. Et donc on a Jean-Claude Brunel, comme d'habitude, le gars il est résistant, comme toujours, Fabien Bergès, comme chaque année, Albert Privat, Alphonse Salenson, Lucien Pons et Béatrice Privat. Donc je vous propose de donner votre accord sur cette répartition, de m'autoriser à signer le contrat de mise à disposition de la SAFER Occitanie, ainsi que l'allotissement des terres à vocation agricole et pastorale de la commune de Nantes citée ci-dessus, et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces allotissements. Sachez qu'on y reviendra encore l'année prochaine. Est-ce que vous avez des questions, M. Portal? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de changement? Parce qu'il y a une parcelle sur laquelle il y avait des moutons de prunelle, aujourd'hui c'est les vaches de France. Ah ben après ils se font des échanges entre eux. Après, sur le principe de la... Une simple question, pourquoi faire des contrats d'1 an si à chaque fois justement on va les voter? Pourquoi pas faire des contrats de 3 ans et plus? Oui, il y a eu temps comme ça. Alors, la délibération, c'est ça? Mais après, si on fait des contrats de plus longtemps, il y a des années où effectivement on va reprendre des terrains pour les urbaniser ou faire autre chose. Et si on a des contrats de long terme, après ils oublient quoi. Que c'était pour une durée déterminée. Là, moi, il me semble que c'est pour un an et qu'on peut y revenir dessus. Des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté. Le point numéro 4, c'est la convention avec la SAFER Occitanie qui nous donne la main pour réaliser ce travail avec les agriculteurs. Donc, on a un partenariat avec la SAFER Occitanie. Je propose de papier, on l'a conclu. Et de répondre à vos questions, puisque c'est les mêmes terres, c'est les mêmes agriculteurs. Donc de donner votre accord sur cette répartition, de m'autoriser à signer la convention de mise à disposition de la SAFER, ainsi que l'allotissement des terres à vocation agricole pastorale, et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces allotissements. Si vous avez des questions,
Des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté. Ensuite, le point numéro 5, M. Christophe Lacasse. La commune demande à demander l'acquisition d'une parcelle PP 680 située sur le Haute-Chasse et appartenant au pôle portuaire, à savoir Mme Janine Poudère, M. Francis Poudère, Mme Dominique Poudère, M. Philippe Poudère et Mme Sylvie Poudère, dans un objectif de réserve foncière. Conformément à la dictée de l'acquisition demandée à l'État, il est proposé d'autoriser au consort vers la parcelle PP 680 si le Haute-Chasse d'une emprise de 20 m², moyennant le prix de 14 € le mètre carré, soit 28 000 €. D'autoriser M. le maire à signer l'acte de l'acquisition en la SAS, par office de notre demande, 7 à votre. Merci, M. Lacasse. Donc là, comme vous le voyez sur le plan, on est en continuité de la zone d'activité économique qu'on vient de réaliser. Les premiers lots ont été prévus au dernier conseil communautaire. Et pour le reste de continuité, c'est l'idée d'acquérir les parcelles privées, il y en a quelques autres encore. Donc là, on propose de commencer ce soir. Pour le jour, avoir organisé une autre zone d'activité économique sur cette partie-là, qui permettrait de rejoindre la RD 54, aussi la route départementale qui monte jusqu'à l'hiver. Voilà, est-ce que vous avez des... Donc on a 4 ou 5 propriétaires privés encore sur le lot, on a des sections sur le lot, donc si on avance dans ces sujets-là, on sera obligé aussi à un moment donné de communaliser les parcelles ou les groupes de membres des agriculteurs. Donc on a discuté aussi avec tous les agriculteurs de ces questions-là, de bien conscience. Je dirais que les choses avancent normalement. Donc on aura dans le prochain conseil communautaire, je ne peux rien à valider sûrement de nouvelles acquisitions aussi. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Donc on permettra ainsi le développement de la ville. Le point numéro 6, la dissolution de la descriptive de division de parcelle 56. Monsieur Sylvain. Lors du conseil municipal du 08 février 2024, la commune demande à acquis à M. Jean-Paul Caisse un immeuble situé 30 rue de la section AS numéro 56, constitué au service de l'utilité foncière demande au seul lot 1, 2, 3 et 4 ans. Aujourd'hui, la commune demande à la dissolution de l'état descriptif de division. Il est donc proposé d'autoriser la dissolution par la ville de demande de l'état descriptif division portant soit parcelle AS 56, lot 1, 2, 3 et 4, frais de carrier et à la charge de la commune demande. Deuxième, monsieur le maire a signé l'acte de carrier afférent à l'AS notac 7 avenue pour le domaine à Manzon. Merci, monsieur Sylvain. Tout le monde a sait. Est-ce que vous avez des questions? Donc on aura procédé à l'acquisition dans le prochain conseil municipal. C'est la même. Vous avez des questions? Des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Le point numéro 7, donc 20. Service du domaine, pôle de gestion de patrimoine privé de la commune de Mende, parcelle AS 55. Non, c'est pas le même. C'est l'autre. Oui, parce que la dissolution, c'est sur la section qui a été envoyée. Ok. Il faut que je cherche à vous. Donc, madame Elisabeth Millet-Trémela. La commune demande à souhaiter acquérir l'immeuble situé 32 rue Notre-Dame, parcelle AS 55, appartenant à Mme Lina Guillot et M. Georges Gatous, tous deux décédés. Après plusieurs tentatives d'acquisition à l'amiable avec les héritiers dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, opérations de restauration immobilière, il s'avère que les deux successions ont été déclarées vacantes par la direction départementale des finances publiques. Elles ont été confiées au corps de gestion du patrimoine privé qui agit en qualité de curateur des deux successions. Vu la succession vacante de Mme Lima Marie Marcel Guillot, née le 22 décembre
de Rodez en date du 26 août 2022, toutes deux représentées par le service du domaine, pôle de gestion du patrimoine privé, direction départementale des finances publiques 332, allée en 2 de Montmorency. Vu la demande de la commune pour acquérir la parcelle AS55 située 32 rue Notre-Dame d'une contenance de 28 mètres carrés au sol pour un prix conformément à l'avis des domaines de 24 000 €. Il est proposé d'acquérir la parcelle AS55 au prix de 24 000 € net vendeur. Les frais notariés sont à la charge de la commune. D'autoriser M. le maire à signer l'acte d'acquisition et intervenir en l'étude de la SAS Syndicat 7 allée Paul Maire à Nantes. Merci Madame Elisabeth Minet-Bellin. Donc c'est la maison qui est mitoyenne, celle qu'on peut le voir. Donc c'est du patrimoine, un Notre-Dame, un Paoli, important avec des roses, des pierres, de l'encombrement, tout, on a tout. Bon, c'est pas très grand, hein. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Après, le point numéro 8, c'est une constat de désaffection des classements de domaine public de parcelles situées rue de la Laine, donc au Costoge, sur Vincent Martin. La SCI STR a demandé à la commune de Mende l'acquisition d'une emprise de 203 m² située rue de la Laine pour étendre sa propriété. Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article 21-29, vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l'article 21-11-1 et l'article 20-41-1, considérant que l'emprise cédée n'est ni affectée à un service public, ni affectée à l'usage direct du public, considérant l'intérêt manifeste de la SCI STR pour acquérir la dite emprise de 203 m² et après réalisation d'un document d'arpentage de matérialité en emprise cessible par la SRL Frage et associé Géomètre Expert. Il est proposé de constater la désaffection d'une partie du domaine public 6 rue de la Laine pour 203 m², de prononcer le déplacement de la dite partie du domaine public pour une incorporation au domaine privé de la commune. La cession sera proposée lors du prochain conseil municipal. Merci, monsieur Martin. Et le point 9. Attends. C'est la même chose, mais le monde va aussi là-haut, donc après le rond-point de la zone, en direction de l'environnement 48, donc c'est de délaisser ce petit aplatie à côté de l'aéroport. Donc on continue à céder aux propriétaires de l'oreille. Si vous avez des questions, des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté. Le point numéro 9, qui est le même, mais de l'autre côté. C'est la même rue. La SCI de Rongouin a demandé à la commune de Mende l'acquisition d'une emprise de 155 m². Donc je vous passe tous les articles. Et il est demandé de constater la désaffection d'une partie du domaine public de la Laine pour 155 m², de prononcer le déplacement de la partie du domaine public, une incorporation au domaine privé de la commune. La cession sera proposée dans le prochain conseil municipal. Merci, M. Martin. Est-ce qu'il y a des questions? M. Lacasse? À qui appartient le bâtiment, M. le maire? Ça, c'est Ménadier, non? Non, avant c'était Ménadier, là c'est Corrigès. Et l'autre à côté, c'est qui? Ah oui, c'est Ménadier le premier et Corrigès. C'est là où il y avait la récup à l'époque. Des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté. Le point numéro 10, inscription, destination de coupe de bois sur les forêts communales et sectionnelles de la commune de Mende, le Zathéo. Le service bois de l'Office national des forêts a transmis à la commune des propositions d'inscription des coupes de l'État d'assiette 2024 en forêt communale et sectionnelle relevant du régime forestier. Il appartient au conseil municipal de la commune demande de se prononcer sur la destination et le mode de vente de chacune des coupes proposées ci-dessous. Donc là, il s'agit d'une coupe sur la parcelle 3R, un petit peu de coupe RGN, ou un volume de 86 m3 et je passe de 5,7 hectares. Il est donc proposé d'approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2024 présentées, de demander à l'Office national des forêts de bien vouloir procéder à la désignation des coupes inscrites en 2024 à l'état d'assiette présenté. Et pour les coupes inscrites
de préciser tel que ci-dessous la destination des coupes de bois réglés et non réglés et leur mode de commercialisation. Donc c'est le même tableau que plus haut, avec bien sûr tout ce qui est vente. Une information sur le régime fiscal de la collectivité pour 2024. En ce qui concerne le régime fiscal des ventes de bois au regard de la PEGA, la mairie demande à opter pour le régime de remboursement forfaitaire. Et donc de donner pouvoir à M. le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne organisation des opérations de vente en lien avec l'ONF. Merci Mme Pirot. Donc, on est là-haut sur le problème. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté. Le point numéro 11 de Mme Gourdin sur la rétrocession des concessions funéraires. Oui, les sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, c'est-à-dire Marc, sera bien acquis une concession temporaire de 7 mètres carrés au cimetière Saint-Jean-la-Lonne en février 2024 pour un montant de 247 €, parce qu'elle ne pensait pas avoir suffisamment d'espace encore libre dans le bureau qu'elles ont à Saint-Gervais. Donc, compte tenu des réductions qu'ils ont pu faire, je vais opérer, ils nous demandent à ce qu'on rachète la concession des 5 mètres carrés. Donc, comme ça correspond au règlement des cimetières, à savoir que la demande doit émaner du titulaire, les héritiers ne peuvent pas procéder à la concession. Donc, la concession est libre de tout temps. Il vous est proposé d'approuver la rétrocession et d'autoriser le maire à signer tout le document nécessaire à la rétrocession de cette concession. Merci Mme Gourdin. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Au point numéro 12, l'approbation de la Madame Mineroy, la convention relative à la mise en œuvre de la tarification intermodale de carte à tout. Patricia Rousseau, s'il vous plaît. Carte à tout est un abonnement qui permet d'emprunter de façon illimitée à la fois les transports urbains et les réseaux régionaux du domicile au lieu de destination. Il se décline en une version carte à tout pro, destinée à tout public et carte à tout études pour les collégiens, lycéens, apprentis étudiants qui effectuent des trajets domicile-études. Cet abonnement peut se prendre sur une période mensuelle ou annuelle. Ce service piloté par la région a été approuvé par le Conseil régional le 19 octobre 2006. L'adhésion de la liste de demande a été validée par délibération du 14 du 26 juin 2019 et renouvelée par délibération en date du 23 février 2021 lors de la signature de la nouvelle convention. La demande est donc décernée avec l'autorité organisatrice de mobilité, en l'occurrence l'organisation du service STUB. Une demande d'avenant n'est pas venue. L'objet du présent avenant est de mettre à jour les prix des abonnements carte à tout mensuel et annuel à compter du 1er juillet 2024. Il nous est donc proposé d'approuver l'avenant ci-joint de l'annexe et d'autoriser M. le maire à signer cet avenant. Merci Mme Rousseau. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Des questions? Non, des abstentions? Une question, c'était en fait un complément d'information, parce que c'est très gentiment dit, quand on parle de mise à jour du prix des abonnements car à plus pro mensuel, en fait, vous l'avez compris, c'est une augmentation. Donc une augmentation qui a été votée par le Conseil régional, qui se situe au niveau de 10% pour les clients en tarif, les abonnements publics, et une hausse de plafond des abonnements publics qui passe de 90 à 95 €. Donc c'est une augmentation qu'on vote, à l'exception, je précise, à l'exception des produits destinés aux jeunes. Je voulais compléter l'information à ce sujet. Ça tombe bien, c'est souvent les jeunes qui l'utilisent. Des oppositions, des abstentions? 1, 2, 3, 4. Le rapport est adopté. On va passer au point numéro 13, donc sur les subventions au projet pédagogique. Je vais laisser la parole à Stéphanie. Lors de la séance du conseil municipal du 3 avril 2024, un crédit de 10 000 € a été alloué aux écoles et pour les projets pédagogiques 2024, ainsi qu'une subvention pour les transports utilisés lors des voyages scolaires de fin d'année pour un montant global de 13 906 €. Ce sera le taux 14. Il est proposé d'approuver le programme 6 juin, c'est-à-dire la répartition par école et par classe. Chaque classe a présenté un projet pédagogique qui correspond au voyage scolaire de fin d'année. C'est un lien avec le projet pédagogique. Et la somme de 10 € a été répartie sur
enfants qui participent à ces... Voilà, le même véhicule chaque année. Merci. Donc, il proposait d'approuver le programme 6 juin, de prendre en charge sur le budget municipal pour l'établissement public les dépenses à lycée et de verser aux établissements privés une subvention correspondant à une proposition du programme 6 juin. Merci. Oui, il y a une copie, c'est pas 13 906, c'est 13 157 sur les subventions de transport. Des questions, des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté. Le point numéro 14, je laisse la parole à Gaëlle Caroline, s'il vous plaît. Compte tenu du coût de l'exploitation du prix du carburant, depuis l'année dernière, la ville souhaite aider les écoles et participer financièrement au voyage scolaire. Donc, il est proposé d'approuver le programme 6 juin, de prendre en charge sur le budget municipal pour les établissements publics les dépenses annoncées et de verser aux établissements privés une subvention correspondant aux propositions du programme 6 juin. Donc c'est le tableau général qu'on vous présente là, donc une partie sortie scolaire, j'allais dire, et puis l'autre partie dédiée au transport pour ces sorties scolaires. Donc c'est le politique qu'on a émise sur le transport qu'on a mis en place l'année dernière, compte tenu de l'augmentation du prix des carburants, compte tenu que le prix des carburants est toujours élevé, on vous propose de la maintenir toute cette année et on verra l'année prochaine si le pétrole baisse. Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Le budget participatif. Donc, on s'en revient sur les 4 ou 5 derniers points. Sur la subvention des subventions du budget participatif. La ville demande à l'instant cette année 2024 la troisième édition du budget participatif sur la thématique des Jeux olympiques et paralympiques. Cette thématique vise à inciter les citoyens en droit à proposer des projets en lien avec cet événement d'actualité. En effet, c'est un des rendez-vous les plus attendus de l'année et qui des valeurs importantes pour la solidarité dans le respect. L'objectif de cette émission est de permettre à la population, dans un but d'intérêt général, de s'impliquer et de proposer un projet en lien avec cette thématique. Donc, dans cette optique, l'association Membre d'un Impact souhaite organiser un déplacement le dimanche 6 septembre, composé d'une première boucle de course à pied de 11 km et d'une deuxième boucle de VTT de 21 km. Les deux boucles partent et arrivent au parallèlement, l'espace de flèche, en passant par le poste de Membre. Cette course est ouverte à tous, au-delà de 16 ans, licenciés au nom d'une fédération sportive. D'autre part, nous rendons les pédestres qui vont organiser en la fédération de la partie de course à pied. Afin d'appuyer cette initiative, la gouvernement souhaite apporter son soutien financier à l'association Membre d'un Impact dans le cadre du budget participatif. Plus que formaliser cette aide à l'association, il convient de procéder à la passation d'une convention qui précisera l'objet de l'objectif de montant des fonds de départ. Donc, vu la déclaration, le conseil municipal a montré un scrutin portant mise en place de la nouvelle thématique du budget participatif pour l'année 2024 de la règlement participatif. Considérant l'avis favorable du jury au budget participatif rendu en date du 2 avril 2024 pour attribuer une subvention d'un montant de 500 €, il est proposé d'attribuer la somme de 500 € à l'association pour la réalisation de leur projet, d'approuver le projet de convention joint en annexe de la présente délibération, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires à l'exercice budgétaire 2024 et d'autoriser M. le maire à signer au sein du thèse afférent à l'opération. Merci M. Robin. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Juste pour préciser que ce sera le dernier jour, c'est JO, c'est ça. Des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté, le point numéro 16. Je vous fais trace du début qui est exactement avec le point 15. Donc là, il s'agit de l'Office de commerce qui souhaite organiser 2 journées pour faire le lien entre les commerçants de monde sportif à travers des animations, démonstrations, initiations et un jeu ou des lois à gagner. Un parcours dans différents lieux du centre-ville avec des démonstrations, initiations sportives et des lois empruntés pour les participants. Possibilité d'adapter des lieux en fonction des besoins des associations. Afin d'appuyer cette initiative, la ville de Mende souhaite apporter son soutien financier à l'Office du commerce. Donc en vue de formaliser cette aide à l'Office du commerce et pour lui procéder à la passation de pension publicitaire des équipes en montant de partie. Vu la délibération du règlement du budget participatif et considérant
considérant les favorables du jury et budget participatif rendu en date du 2 avril 2024 pour attribuer une subvention d'un montant de 3 000 €. Si vous voulez donc proposer d'attribuer la somme de 3 000 € à l'Office de commerce pour la réalisation d'un projet, j'ai approuvé le projet de convention en annexe, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires à l'exercice 4 et d'autoriser M. le maire à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Est-ce que vous avez des questions dans mon souvenir? Alors, y a-t-il d'autres projets qui n'ont pas été retenus pour le budget participatif citoyen? Et juste rappeler, comme souvent, l'Office de commerce a bénéficié l'an passé. Oui, j'aime les commerçants et oui, j'aime le commerce, mais a bénéficié l'an passé de 125 000 € ne serait-ce que pour la communauté de communes. Et nous avons dans cette assemblée 6 élus qui font partie du conseil d'administration, dont vous-même. Donc, nous voterons contre parce que ce n'est toujours pas une association. Et peut-être que d'autres projets auraient mérité plus d'intérêt. Je rappelle quand même que l'Office du commerce est une association de loi 1901 et donc à ce titre, vous devez très bien prétendre à participer au budget participatif. Et y a-t-il d'autres associations qui n'ont pas été retenues? Il n'y avait pas d'autres candidats. Ah, c'est bon. Enfin, après, il y a des projets qui effectivement n'ont pas été retenus, dont un projet qui effectivement est plutôt un projet personnel et qui ne répondait pas effectivement à l'attente du budget participatif, à savoir satisfaire le plus grand nombre de citoyens et de participants. Est-ce qu'il y a plein ces animations? C'est des animations en ville avec effectivement l'aide d'associations sportives. Il va y avoir effectivement les commerçants qui vont solliciter. Donc c'est vraiment sur 2 jours avec un jeu aussi, un jeu qui permettra aux membres de gagner des classes de cœur. Donc voilà, en tout cas le jury participatif qui a été réuni a été très enthousiaste en tout cas par rapport à ce projet. Alors, ne pas prendre part au votement, mais le régime Bourgade et les administrations à une com dans les conduits à Raoula. Il faut faire voter François Copé. Donc, par rapport à ce point, qui est contre? Qui s'abstient? C'est à vous. Donc, le point 17, c'est toujours au titre Lozère Autisme. Voilà, donc, il s'agit de l'association Lozère Autisme qui souhaite proposer aux personnes atteintes d'autisme de la ville de Mans des sorties sport et nature, natation, randonnée, vélo. L'association propose de financer toute partie de ces animations ayant recours des éducateurs sportifs spécialisés du secteur. Un matériel adapté de type volet sera proposé aux personnes à mobilité réduite. Les formats d'accompagnement seraient organisés sur un créneau de 2 heures à la demi-journée. Des groupes de 2 à 3 personnes seront proposés par la mesure du possible en fonction du niveau d'autonomie de la personne. Donc afin d'appuyer cette initiative, la Ville de Mans souhaite apporter son soutien financier à l'association de l'autisme dans le cadre du budget participatif. Je ne relis pas les points de la déclaration et de le règlement du budget participatif. Considérant la défavorable du jury du budget participatif rendu en date du 2 avril 2024 pour attribuer une subvention d'un montant de 4 000 €, il propose d'attribuer la somme de 4 000 € à la Lozère Autisme pour la réalisation d'un projet, d'approuver le projet de convention, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires et d'autoriser M. le maire à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Merci M. Rodin. Est-ce que vous avez des questions par rapport au soutien à Lozère Autisme? Des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté. Le point numéro 18, derrière le tableau. Donc effectivement, l'association derrière le tableau souhaite obtenir un soutien pour son 23e spectacle sur le thème des Jeux Olympiques et particulièrement le parcours de la femme olympique. Afin d'appuyer cette initiative, la Ville de Mans souhaite apporter son soutien financier à l'association. En vue d'organiser cette aide à l'association derrière le tableau, et la libération du conseil municipal du règlement du budget participatif. Et considérant les favorables du budget participatif, en date du 2 avril, pour attribuer une subvention d'un montant de 3 489 €, il est proposé d'attribuer cette somme à l'association derrière le tableau, d'approuver le projet de convention, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires et d'autoriser M. le maire à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Merci M. Robin. Vous trouvez derrière le tableau, ils ont fait le spectacle qui veulent rejouer d'ailleurs. A priori, ils ont une date qui est calée le 26 juin. C'est ça. Donc, qui est tourné sur les Jeux Olympiques. Vous allez là participer à la journée des 100 Jeux Olympiques qu'on avait fait, les Olympiades qu'on avait fait au stade du chapitre des Jeux Olympiques de Mans. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'association derrière le tableau? Moi, juste dire que c'est une association qui fait un spectacle gratuit pour les enfants tous les ans. Oui, ça fait 20 ans ou 25 ans qu'ils font ça.
Et mais il n'empêche qu'ils ont des frais, alors on leur met le théâtre à disposition, mais il faut qu'ils prennent le Lozère, entre autres Lozère logistique scénique, donc c'est pour ça qu'on prend en charge le coût en fait, de la technique. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions par rapport à l'adopté? Le Moustique Club. Alors, le Moustique Club souhaite effectivement assister à une rencontre sportive aux Jeux paralympiques. Et que Jean-Denis Jolle souhaite profiter de l'opportunité d'avoir des places offertes par la Cora pour l'ensemble des élèves de CM1 et CM2, concernant quand même 74 enfants, afin de les mobiliser autour des JOP qui ont lieu cette année en France. Le séjour à Paris permet de participer à ce formidable événement et de rencontrer les sportifs et de visiter les infrastructures spécifiques aux JO, mais aussi de permettre aux enfants en voie de visiter la capitale et sur le trajet de découvrir le château de Guédelon. En amont du séjour, et dès le printemps 2024, il s'agirait de proposer dans les classes les désignables des pays participants, géographie, patrimoine culturel, musique, sport et athlétisme marquant. Il s'agirait également, avec l'aide de l'UCLOS, de proposer aux élèves de rencontrer des athlètes français qui vont participer, ou ont déjà participé au JO ou GOP, de découvrir les différents sports pratiqués lors des JO. Dans le cadre des Jeux paralympiques, cela permettrait également de montrer par exemple, dans une école qui accueille un dispositif public, comment le handicap peut être déplacé et devenir une force. Ainsi, 5 élèves porteurs de handicap pourraient participer à ce séjour. Donc, afin d'appuyer cette initiative, la ville de Nantes souhaite apporter son soutien financier au Moustique Club. Et au lieu de formaliser cette aide au Moustique Club et vu la libération du conseil municipal, vu l'argument du participatif, nous considérons l'avis favorable du jury pour attribuer une subvention d'un montant de 2147 €. Il est proposé d'attribuer cette somme au Moustique Club, d'approuver le projet de convention, d'inscrire le crédit budgétaire et d'autoriser M. le maire ainsi que l'ensemble des places afférentes à l'opération. Merci M. Robin. Donc, je rajoute que vous avez eu des places gratuites par l'éducation nationale et que M. Romain, hier, puisqu'on a vu longuement, M. Romain, c'est l'inspecteur de la jeunesse et des sports, nous a dit que c'était plutôt que l'eau empoisonnée parce que derrière, il fallait payer le transport, il fallait payer l'hébergement sur place. Donc, il leur donnait d'ailleurs une enveloppe supplémentaire, l'État va leur donner une enveloppe supplémentaire. Et donc, nous, là, en participant, si vous n'avez pas d'accord à hauteur de 2147 €, ça complétera la partie hébergement et la partie transport. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Et le dernier, donc, c'est la meilleure ouvert de jour pour les JO. Donc, l'Institut Lozère qui souhaite organiser des petits Jeux olympiques composés de diverses activités en lien avec le football, comme le fitness, le golf, le foot, le beach soccer, ainsi qu'une école de décathlon. Le projet serait encadré par 2 personnes qualifiées et une licence TAPS, mais il serait ouvert à tous. Afin d'appuyer cette initiative, l'aménagement souhaite apporter ce soutien financier à la ville Lozère. On peut formaliser ces aides à la ville Lozère et à la libération du système municipal et le développement du budget participatif. Considérant la défavorable du jury du budget participatif rendu en date de 2 avril pour attribuer une subvention d'un montant de 6 850 €, il nous est proposé d'attribuer cette somme à la ville Lozère, d'attribuer le projet de promotion, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires et d'autoriser les fonctionnaires à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions? Vincent Martin et Nicolas Rousson peuvent prendre encore au vote parce que vous êtes au conseil d'administration de l'FM. Des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté. Juste avant de terminer, je voulais vous donner quelques informations, notamment sur la santé, puisque c'est le sujet de l'actualité. Mais pareil, je vais laisser la parole à Vincent Martin qui va nous parler un peu de la flamme, puisque la flamme est convenue à Lozère, parce que c'est les Lozériens, notamment les enfants des écoles de bande, qui sont allés à la flamme à Montpellier. Tout à fait, lundi, donc sur l'invitation de M. Delafosse, le maire de Montpellier, dans le cadre de la mise en place du contrat de réciprocité que nous avons signé entre les deux villes. Nous avons accompagné près de 200 personnes, dont 165 enfants participé à la journée de fête du passage de la flamme olympique. Les bus sont donc partis à 9 h direction Montpellier pour un pique-nique dans le parc de l'Esplanade de la Comédie. Pour l'occasion, le musée Fabre nous a ouvert ses portes avec une visite guidée et personnalisée pour les enfants. Nous sommes ensuite rendus à pied au stade d'athlétisme Philippides pour une fin d'après-midi. Nous avons assisté et participé au spectacle et aux animations sur le stade et dans les gradins. Les porteurs de flammes ont ensuite réalisé un tour de piste pour clôturer cette magnifique journée. Les enfants ont pris un dernier repas dans l'enceinte du Crêpes et ensuite repris le bus pour le retour. Nous tenons à remercier la ville de Montpellier qui nous a particulièrement bien reçus et vous témoigner du réel bonheur que nous avons ressenti en voyant les yeux émerveillés de nos enfants, de nos écoles, tout au long de la journée. C'était une super
superbe journée, très bien organisée. On a été pris en charge dès la descente du bus par 2 personnes de la mairie de Montpellier. Il a fait beau, et c'était le petit bus. Et vraiment, je crois que c'était unanime. On a passé une très belle journée avec ça. Et la présence d'une athlète lausannaise qui a participé au JO appliqué. La présence d'une athlète lausannaise qui a participé au JO et de quelques porteurs de flammes aussi lausanniens. Il y avait voilà. J'avais aussi Camillon, un ancien endroit qui a porté la flamme. Donc c'est très bien parce qu'on s'entend bien avec Michael Delafosse, donc le maire de Montpellier, président de la métropole. On va signer prochainement un contrat de réciprocité sur lequel on travaille avec les équipes, je vous en ai déjà parlé. Mais franchement, je crois qu'il a mis des petits plats dans les grands pour que vous soyez pris en charge, comme tu l'as dit, Vincent, dès l'arrivée. Donc il y avait du personnel qui est dédié, l'ouverture du musée Fabre, il est ouvert le musée Fabre. Que pour les gamins de bande, franchement, c'est royal. Merci au maire de Montpellier. Je voulais vous dire que, peut-être que vous l'avez vu, mais l'appel d'offres pour le renouvellement de la délégation de service public du TUM est paru, et donc on est sur les rails pour le renouvellement du TUM à partir du 1er janvier 2025. Je voulais féliciter les filles du MGC, puisque l'historique du MGC Antal, puisqu'il y a d'autres MGC avant, puisqu'elles vont monter à National 2, donc elles ont nominé cette saison. Les garçons sont pas mal derrière aussi, c'est très bien, et donc je voulais les féliciter, ça tombe bien, parce qu'on a délibéré un conseil communautaire il n'y a pas si longtemps pour mettre en place une politique spécifique pour les dames, les femmes, le sport féminin. Et donc, ça tombe bien qu'on ait le succès dès cette première année avec cette montée de cette équipe. Je voulais revenir une minute aussi sur l'accident qui a émaillé la finale des coupes départementales de football organisées par l'antenne départementale du football de la Lozère. Donc, apporter bien sûr ma solidarité à la dame qui a été gravement blessée, qui a été prise en charge extrêmement rapidement par le SAMU, les pompiers qui sont arrivés dans la foulée avec les centres de véhicules du centre de Mende, un véhicule de Saint-Étienne de la Jeunesse et un véhicule de cette ligne. Donc voilà, les professionnels sont intervenus très rapidement. La dame elle a été évacuée chance avec l'hélicoptère du SAMU, du CHU sur le toit de l'hôpital, et donc elle a été évacuée immédiatement. Malheureusement, l'opération qu'elle a subie le lendemain, elle a laissé des séquelles importantes. Donc c'est un accident que je qualifierais de stupide. C'est regrettable parce que c'était une superbe journée. Il y avait 3 jolis matchs, il y avait beaucoup de monde au stade, et donc la DFL avait fait les choses comme il faut, donc je voulais apporter tout mon soutien au président Perry pour la suite de cet événement qui a un peu gâché la fête, beaucoup gâché la fête à la fin de soirée. Tout le monde a été sur le pont. Il y a eu quelques blessés qui ont été aussi hospitalisés, donc au total il y a 9 blessés quand même. Ça va très vite, hein, c'est un petit engin, même pas pyrotechnique au départ, puisque c'est un lance collectif qu'on tourne, qu'on a tous utilisé dans les mariages, dans les fêtes. Enfin, c'est un peu, ça interroge quand même. Donc les blessés ont été bien évidemment pris en charge aux urgences. Donc il faut remercier le personnel de l'hôpital qui a été aussi impeccable. Il y a une cellule psychologique qui a été mise en place aussi à l'hôpital toute la soirée, jusqu'à 1h du matin. Et donc moi j'étais en contact permanent avec bien sûr les équipes de pompiers, les équipes de l'hôpital et la sous-préfète de Florac qui était l'astreinte de ce soir-là. Et donc malheureusement cette dame aura des séquelles graves, donc je lui apporte tout mon soutien. Je voulais vous dire un mot aussi sur le travail qu'on conduit depuis quelques semaines sur la Saint-Hermann. Donc vous savez tous qu'on va perdre quelques médecins au mois de septembre.
contact avec le conseil de l'ordre, avec les professionnels qui sont sur la place, avec l'hôpital bien évidemment, mais avec la région, donc le dispositif m'a accepté la région, donc on a une réunion en fin de mois et donc on travaille à l'arrache-pied, on a déjà quelques avancées, je ne dirai pas plus, intéressantes, avec des professionnels qui sont venus me voir d'ailleurs, donc parce que la ville les intéressait, c'est plutôt bien pour nous. Et donc il faut voilà, pallier à la carence donc, pour 2098 patients selon les données de l'ARS, comme je vous disais au dernier conseil municipal, qui n'auront pas de médecin référent à partir du 1er octobre, qui n'auront plus de médecin référent. Et dans ces 2098 patients, ce qui est encore plus embêtant, c'est qu'il y a environ 400 personnes qui sont en affection de longue durée, donc il y a besoin de trouver un libre. Donc on est à l'œuvre avec la municipalité, les équipes de la ville pour trouver les meilleures solutions possibles et pour que personne, comme on dit, reste sur le carreau. Les choses avancent bien, ça prend du temps, mais voilà, il ne faut pas désespérer, j'espère bien pouvoir arriver à faire que les choses redeviennent à la normale. Vous avez vu, là, l'autre jour, j'ai publié là, sur un audit qui a été fait par le Parisien avec aujourd'hui en France, sur la santé un peu dans toutes les îles. Donc le Maine, quand même, se place à la 7e place, ce qui est plutôt à souligner, même si la santé maintenant pour le maire, c'est le problème du quotidien, voilà, de tous les jours.